Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du film de trop pour ce mois de mai 2026. Je suis toujours en compagnie de mes comparses, Mathieu et Kitri, qui Oui. sont là tous les jours avec Bonjour. moi. Toujours là. On est Oui. là tous les jours. Toujours là. Toujours là, On habite dans mon chez- appart. Sortez de chez moi, là. On n'a pas de maison. À l'aide, Encore quelques mois, s'il te plaît. s'il te plaît. Et pour ce mois de mai 2026, on accueille quelqu'un que on connaît déjà, qui fait le premier back-to-back du podcast, Juliette. Comme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Oh. T'as dit back to back. Oui, bah oui. Après, il y a plein de gens qui font des back-to-back sans Ouais, être c'est le pas PSG, mais... Ah, Comme moi, par exemple. Ah oui, voilà, par exemple. La en toute première, humilité, bien sûr. invitée du film de 3 à revenir. Voilà. Je suis ravie. Non, en vrai, je suis vraiment très contente d'être là pour cet épisode qui s'annonce absolument grotesque. Disons-le. Est-ce que je dois dire mes 3 films qui me représentent Ouais, Non, c'est tu bon, l'as déjà c'est dit, bon, tu l'as c'est déjà bon. dit. Arrête de profiter du collectif. De Arrête. Gaulle partie 1. Écoutez, pour ce mois de mai, comme d'hab, on va parler de 4 films. Donc les 2 films qui sont sortis ce mois-ci sont Autofiction de Pedro Almodovar et Le Mandalorian Ouais. Grogu. de Jon Favreau. Et après, nous passerons au film du titulaire de Mathieu, en l'occurrence, qui a choisi un gros banger qui n'est autre que RRR, Rise, Roar and Revolt de Rajamouli, et le film d'invité, donc Juliette, qui a choisi The Fall de Tarsem Singh, dont nous parlerons à la fin. Écoutez, je vous propose qu'on commence, sauf si quelqu'un a un truc à dire avant d'y aller pour de bon, quoi. Moi, je vais dire un truc parce que c'est nécessaire. Pourquoi t'as un interrupteur sur ton Je mur sais pas. Tout je sais en pas. haut. Je pense que Tout c'était en là haut. où il y avait la télé avant. Genre, tu sais, les télés qui sont accrochées au mur. Parce qu'il faut le dire, Il y a une- quand même, ouais. la prise est à bien Avant, 2 mètres de hauteur. C'était Ouais, un de même. hôtel chez toi. Ah. Bah, à Actualis, c'était une ancienne prison. Et c'est hanté. Ok, donc nous allons partir pour le premier film On va du partir. mois. Quoi Non, c'est Partez. déjà la fin. Nous allons partir. Nous allons commencer par le premier film de ce mois de mai 2026, qui n'est autre qu'Autofiction, de Pedro Almodovar. Raoul est un cinéaste culte en pleine crise créative. Lorsqu'un drame frappe une de ses plus proches collaboratrices, il s'en inspire pour écrire son prochain film. Peu à peu, il imagine Elsa, une réalisatrice en pleine écriture, dont le parcours commence à refléter le sien. Creo que terminó el guión. ¿Estás contento? Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé. Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no? Hace 5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate. Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo Feliz escribir. Navidad. Ta 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 Feliz ta. Navidad. Ta 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 ta. Voilà. Bon, écoutez, qui veut commencer? Ouais, non, c'est pas le film que le film de 3 a préféré ce mois-ci. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Un petit premier tour de table en mode vos premières impressions. C'était mon premier film, moi, d'Almodovar. J'ai jamais vu encore de... Real cinéphile. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu encore d'Almodovar, donc j'y allais un peu curieux. Et au final, je me suis retrouvé à plus questionner la mise en scène que le film en lui-même, que j'ai beaucoup plus traversé. Voilà, mais j'ai compris qu'Almodovar adorait les couleurs. Vraiment, Ah, ça. beaucoup. Ouais, Beaucoup. ouais. Et encore, c'est. Beaucoup enfin, de ouais. couleurs. Et en vrai, dans ce film, c'est pas les meilleurs. Hein. Franchement, Mais- je trouve que c'est ok, mais C'est- mieux ailleurs. C'est fou parce que c'est peut-être le premier film méta où j'aime vraiment pas. Ouais, Enfin, ouais. où je passe à côté de la proposition méta. C'est vrai Parce que que toi, t'aimes souvent, bien, je prends beaucoup ouais, ouais, t'aimes bien les films méta. à n'importe Ouais. quoi qui parle de création, Bah, toi, cinéma. Babylone j'adore. Grotesque. Oh, j'adore. La nuit américaine, j'adore. Oh là là. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Quel kiff. Quel kiff. Le gars qui en fait trop. Ouais, vraiment. Mais, mais non, là, franchement, je l'ai traversé. Après, l'espagnol est une très belle langue. Donc, bon, à un moment, t'étais tu pas regardes. obligé. Ouais, c'est vraiment ça. Non, les acteurs jouent bien, etc. Mais c'est plus dans le propos, quoi. Pff, le film est un peu vide, non? Je suis d'accord. Oui. Qui a roté là? Feliz Navidad. Donc voilà, et à un moment, bah, c'était à un moment, bon, les costumes sont très beaux, tout ça, c'est très bien, les décors sont très bien, la mise en scène est très bien aussi, hein. Il y a plein de bonnes idées un peu partout, mais il y a un sentiment à la fin, ça suffit pas, quoi. Enfin,
En tout cas, c'était pas la meilleure porte d'entrée, je pense, pour Almodovar. J'ai compris après en voyant les critiques que ça se plaçait plutôt dans le bas du classement. Ce qui me rassure un peu, mais il faut juste que je regarde d'autres, quoi. Tu veux que j'enchaîne Bah vas-y, hein. Moi, c'est pas mon premier Almodovar. Je suis très fan d'Almodovar de manière générale. C'est vraiment un réalisateur très important dans ma cinéphilie. Mais j'ai une un avis très tranché sur son cinéma, notamment à partir de 2019. Et Autofiction, je suis très contente parce qu'il s'inscrit exactement dans ce que je pense du cinéma d'Almodovar. Pourquoi 2019 ? Je suis très contente que tu me poses la question. Parce que 2019, c'est la sortie de Douleur et Gloire, qui est pour moi son chef-d'œuvre absolu. Enfin, après, il a fait beaucoup de chefs-d'œuvre avant. Voilà, Volver, tout ce qui est Talon aiguille, des trucs comme ça. Mais pour moi, Douleur et Gloire, c'est vraiment genre l'ultime. C'est tellement un film que j'adore. C'est mon film Almodovar préféré, mais c'est un de mes films préférés de tous les temps. Et c'est pour le coup vraiment un film personnel, hyper. Comme Autofiction en fait. C'est méta aussi, je crois, non ? Ouais. En fait, c'est un film sur un réalisateur qui a été à une époque un réalisateur très influent et très, très populaire et qui maintenant n'a plus trop d'idées. C'est un film sur Almodovar, très concrètement. C'est le syndrome de la page blanche, quoi. Voilà, et c'est un film où il met tout de lui-même, genre vraiment, mais tout de lui-même. Il parle de sa mère, bien évidemment. Et c'est Antonio Banderas qui joue Almodovar, qui est exceptionnel. Ouais, pourquoi t'aimes bien, en fait Non, mais vraiment, le film est vraiment très beau. Bref, j'adore ce film, et je trouve que pour moi, c'est genre le sommet du cinéma d'Almodovar. Et il se trouve que quand t'es au sommet, il y a deux solutions qui s'ouvrent à toi. Soit tu restes au sommet, ce qui est quand même très difficile. Je pense qu'il aurait fallu arrêter de faire des films s'il voulait rester au sommet. Il a continué, donc la seule direction, c'est la pente descendante. Ce qui, pour moi, clairement caractérise le cinéma d'Almodovar depuis 2019. C'est très clairement une descente aux enfers. Tu doses pas. C'est le pire film. Ouais, vraiment. Non, mais attendez. Après Douleur et Gloire, il y a Madres Paralelas, qui est bien. Voilà, qui est ok, qui est pas un chef-d'œuvre, mais qui est bien. Ensuite, t'as Stranger of Life, qui est un court-métrage qui, franchement... Moi, j'ai bien aimé, mais je comprends pas pourquoi c'est un court-métrage. Et ensuite, t'as La chambre d'à côté. Pour moi, c'est vraiment le fond de l'océan. Genre, voilà, pour moi, c'est vraiment la fin du voyage. La dégringolade de la montagne. Ah ouais, parce que moi, on m'a dit qu'il était très bien La chambre d'à côté. Testé ce film. Ah ouais, ok. Après, honnêtement, avec du recul, je comprends certains choix artistiques. Mais c'est vraiment un film qui me parle pas du tout. J'ai pas passé un bon moment. Je suis sortie mais énervée. Ah ouais, et vraiment, c'est le film de Almodovar que je déteste le plus. Donc vraiment, il pouvait que s'améliorer. Je suis allée voir ce film avec beaucoup de curiosité, en me disant qu'est-ce qu'il est en train de nous cook. Et c'est un film effectivement qui est pas très intéressant, mais je trouve que c'est une tentative louable de remonter à la surface et de respirer l'eau. C'est ok, quoi. Ouais. Qu'en pensez-vous ? Et ça allait faire très longtemps que j'avais pas vu de Almodovar sortir récemment. Genre moi j'ai surtout vu des films de la période 2000-2010, genre Piel Cabito, Volver, et même un petit peu avant La Mala Educación. Et du coup là ça allait faire très longtemps que j'avais pas vu de film de Almodovar. Donc le début s'est bien passé, je passais plutôt un bon moment devant le film. Et en fait, à un moment, je comprenais plus rien de ce qui se passe. Parce qu'en fait, il y a un propos sur la fiction, la réalité, et la fiction dans la réalité dans la fiction. Et en fait, au bout de 5 minutes de dialogue sur ce truc, j'ai plus rien compris. Et en fait, je sais pas, le film a l'air de créer un problème sur ça, en mode tu peux pas t'inspirer de la réalité pour faire de la fiction. J'ai l'impression qu'on a créé un faux problème, le film, et on s'en fout un peu. Et même, j'ai pas l'impression que... Parce qu'en fait, dans le film, il s'inspire de ce qui se passe dans sa vraie vie, le réal, pour écrire un film. Mais j'ai même pas l'impression qu'il s'inspire tant que ça. Enfin, qu'il n'y a pas vraiment de parallèle non plus énormissime. Ouais, non, mais en fait, je pense qu'il s'inspire... Le seul truc dont il s'inspire vraiment, c'est le drame, entre guillemets. Oui, c'est ça. Mais du coup, même les deux, donc le film qu'il est en train d'écrire et la réalité, je trouvais que ça se répondait assez mal, que ça n'avait pas de grand lien. Moi, j'ai bien aimé en fait toute la partie où c'est genre l'histoire de la réalisatrice, etc. Enfin, moi, j'ai bien aimé cette partie, mais dès qu'on entrait dans la partie réalisateur, conflit avec sa meilleure amie, je m'en foutais un peu.
Et vu que moi j'étais bien engagée dans la ligne de la réal et de quand elle va dans sa villa avec ses potes et que t'as sa pote qui s'en va, qui va retourner, j'étais bien. Et là en fait le film me sort pour me foutre avec le réel, j'ai pas envie d'être avec. Non les gars, moi j'ai pas envie là. En fait. Et voilà, du coup ça m'a un peu saoulée. Du coup j'ai passé un bon moment mais sans plus quoi. Ouais, pareil. Hein, écoutez. Ouais, non, moi aussi. Après, je crois qu'on est plus ou moins tous du même avis. Parce que je pense qu'on a mis plus ou moins tous la même note. Je sais pas combien t'as mis, toi. Bah, 2,5 en vrai. Ah ouais, 5 sur ouais, 10, ouais. tu vois, genre, ouais. Eh oui, c'est vrai. Non, moi, j'avoue, j'ai mis 3 parce que je suis en mode, le film est un peu midesque. Je suis pas ultra... Enfin, je suis pas une Almodovar zose, comme on dit ça. Mais j'en ai vu certains de lui. Et c'est pas le cinéaste qui me touche le plus, mais il y en a vraiment que j'aime beaucoup, qui sont La Piel qui habito et Volver. Et en fait, quand on me dit nouveau film d'Almodovar, qui en plus est sélectionné à Cannes, je suis en mode soit c'est sélectionné à Cannes. Il a évidemment rien eu. Il a évidemment rien eu. Mais en fait, il a été sélectionné à Cannes. 7e, je crois, passage à Cannes pour Almodovar, sans rien avoir cette fois. Et je pense que Thierry Frémaux a dit bon allez Pedro viens parce que bon voilà. Il a déjà eu des prix. Je crois ouais mais des trucs d'interprétation. Il me semble. Donc voilà, mais en fait en tout cas il a jamais eu. Je sais pas s'il a déjà eu des prix importants style Grand Prix, prix du jury machin. Ouais. Je pense que Titi Frémaux s'est dit viens. Allez vas-y t'as 75 balais viens une dernière fois tu vois. En final il a rien eu. Et pour moi j'avoue c'est un peu mérité. Mais ouais, non, comparé en fait à La Piel qui habito, comparé à Volver, moi je trouve que c'est un film qui est plat en fait, qui est vraiment assez lisse. Pour moi, c'est un film que j'ai trouvé méga frustrant, dans le sens où, pareil que Mathieu, les films de métal, moi j'aime bien. En général, c'est un truc qui me plaît et tout. Et en fait, je trouve les persos de manière assez antipathique et qui sont pas... je sais pas, je les trouve pas très attachants et j'ai pas trop d'empathie pour eux en vrai. Par exemple, il y a des persos que j'aime bien qui sont un peu laissés de côté, genre le stripper là. J'ai en mode putain, il est top ce perso et on m'en montre pas plus. Le meilleur perso. Juste on m'en montre pas plus et il est là, on va dire un quart du film, un tiers du film. Et après. Et on reste avec ce connard de Raoul. Connard de Raoul. Ah ouais. Mais du coup voilà. Mais en vrai voilà, pour moi film assez midesque. Mais c'est pas un film qui va me rester du tout. Je pense vraiment. Pour moi c'est vraiment un film oubliable quoi. Hein. Alors moi je me suis posé une vraie question avec le film. Moi je me suis demandé pendant le film, mais attendez, est-ce que j'ai loupé une case parce que avec toute cette filmographie là, je me suis demandé, mais est-ce que Almodovar est gay parce qu'en fait dans tous ses films, voilà. Juliette rigole énormément. Mais parce qu'en fait, je me dis, dans tous ces films, c'est rare quand le perso principal, c'est un homme cis, blanc, hétéro. Généralement, c'est tout le temps des femmes. Ouais. Quand c'est pas des femmes, c'est des gays. Et quand c'est pas des gays, c'est des groupes de femmes ou des groupes de femmes avec des groupes de gays. Là, c'était un peu le cas. Du coup, je me suis dit, est-ce que Almodovar est gay ? Parce que sinon, ça me paraîtrait bizarre. J'avoue, en fait, je sais juste que lui, il dit, quand je pense au féminin. Genre, il est pas en mode je pense comme une femme, tu vois, il est en mode je pense au féminin, genre je pense comme ça. Et je trouve que c'est bien plus intéressant. C'est stylé, ça c'est stylé. Cet homme est 100% homosexuel. Hein. C'est vraiment... Je le savais pas, tu vois. Mathieu, il fait la tête, il aime pas les gays. Sors de cette salle. Homophobe. Joyeux mois des fiertés. Ah oui, c'est vrai que c'est le mois des fiertés. T'as rien à dire sur la scène de strip ? Non, arrête. Toi qui es en extase devant le torse de Brad Pitt, tu vas pas me dire que t'as pas aimé la scène de strip dans Autofiction. Mais Brad Pitt, il est beau, Brad Pitt, c'est pas pareil. Ah là, tu le trouves moche le perso ? C'est pas Brad Pitt, C'est un pompier. Ouais, c'est un Brad pompier. Pitt, il est charismatique là. What's in the box ? What's in the box ? Mais fais-moi l'amour, Brad Pitt. Arrête de regarder dans la box. C'est un homme qui vient de sortir du travail. On le ressent. Cet homme a travaillé 9 heures. En vrai, pour revenir sur le côté, la ligne sur le réalisateur, je pense que c'est entièrement Almodovar qui était en mode je veux faire un film sur moi et sur ma créativité, sur les problèmes que j'ai avec ma créativité. Du coup, je vais parler de moi et c'est un peu un prétexte... Donc oui, c'est normal que ça revienne sur ce réal. Moi j'aime bien en vrai parce que j'aime bien l'acteur, mais parce qu'il joue dans Douleur et gloire. Voilà, je suis très biaisée. Je suis très biaisée en fait parce que je suis vraiment allée voir le film en me disant c'est la suite de Douleur et gloire. C'est Douleur et gloire 2, le retour.
The Comeback. Douleur et gloire 2, le retour. Ouais, non, Mais ouais. c'est un peu ça. Mais après, c'est bon, Douleur et gloire est quand même 600 fois mieux. Bon, je dis ma take maintenant. Pour moi, le film est un film testamentaire. Oh non, Je suis arrête. entièrement d'accord. Non, mais testamentaire dans le sens, il a mis tout ce qu'il avait déjà fait avant. Il a mis Douleur et gloire 2, le retour, là. Et par exemple, tu vois, il y a une scène, je suis en mode, tu l'as déjà fait. C'est quand elle chante. Je suis en mode, c'est littéralement Volver. Mais Littéralement Volver. Toutes genre, les scènes et tous les thèmes et tous les arcs narratifs sont des trucs qu'il a déjà fait dans ses précédents films. Genre vraiment, enfin, pareil, j'ai vraiment eu cette sensation en regardant ce film d'avoir vu ce truc 1000 fois. Et en vrai, je dis testamentaire pas dans le sens c'est son dernier, mais pour moi testamentaire dans le sens en mode je résume mon œuvre parce que je commence un peu à me faire vieux, tu vois, parce qu'il a 75 balais quand même, le mec. Et c'est un peu en mode je suis encore là, je peux encore faire des films. Titi Frémo, prends-moi à Cannes, s'il te plaît. Voilà, pour moi c'est un peu ça. Perso, je pense que ça devrait être son dernier film, voilà. Ah mais tu penses qu'il devrait s'arrêter sur ça entre guillemets? Ah oui. Ah bon. Non, mais je pense, en fait, sincèrement, je pense que Mololastique. Almodovar ça fait très longtemps qu'il fait des films, il a tout dit. Et je pense que c'est ça que j'ai retenu de ce Oui. film. en Indice, fait, c'est son qu'il a 24e vraiment- long. il a- 24e. 24e, putain. Il a pas chômé le. Ah bah il a pas chômé le mec, hein. Ah ouais. Je sais pas, je pense qu'il fait des films depuis... Mais je pense que, enfin, moi, c'est un peu la sensation que j'ai quand je regarde ces films post-Douleur et gloire, c'est vraiment, c'est ok, quoi, tu vois, le mec a dit tout ce qu'il avait à dire. Et là, il veut continuer à faire des films parce qu'il a envie de continuer à créer, mais juste, il a plus rien à dire. Et du Ouais, coup, ça il refait ce qu'il a déjà fait en se disant, bon, ça va passer. Mais voilà, quoi. Après, bon, c'est mon avis. Peut-être qu'il me surprendra, mais pour l'instant, il reste quand même très fidèle à l'avis que j'ai de lui. Ouais. Donc bon. Mais je n'attends que ça qu'il ressorte un film, soit avec Antonio Banderas, soit mais même juste un film un peu provoquant comme La Piel qui habito. Parce que là, c'est vrai que c'est hyper lisse. C'est pas du tout. Alors qu'il a fait des films qui sont tellement juste provoquants. Puis là, même, il y avait un petit peu un bourgeois gaze. Parce que, bon, en vrai, c'était un peu que des problèmes de riches dans ce film. Mais après, à un moment, elle lui dit, je crois que dans l'arc du réal, là, quand sa meilleure amie s'énerve un peu, elle est en mode, gars, ton seul problème, c'est ça, genre, la vie est dure un peu, hein, mais... Avec son petit t-shirt Prada. Quoi ta scène préférée, Mathieu? Hmm. Moi non plus. Je pense parce que c'est la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène où à la fin il s'engueule avec sa meilleure pote et t'as toute une scène d'engueulade comme ça où il s'explique et en fait ça commence et tu sais genre la lumière elle baisse petit à petit jusqu'à arriver Ah oui. très Dans sombre. le parc, là, Oui, ouais. moi je trouvais que c'était un moment du film, en tout cas c'est le seul qui m'est resté un peu en mémoire quoi. Oui. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu le lendemain de sa sortie, je ne m'en souviens quasiment plus. Mais sauf cette scène-là qui m'a vraiment... Mais parce que vraiment, j'avais l'impression... Il y a à peine 2 semaines. Hein. Ouais. Aïe, oui. Après, voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette scène. Pour le coup, c'est vrai que c'est la seule scène que je retiens. Moi, j'aime bien les scènes où elles sont sur la plage. Sur l'île un peu... où t'as un espèce de top shot plan zénital où elles sont couchées sur la serviette, sur les plages de sable noir, où elles sont en voiture et tu vois l'espèce de désert et tout. Là, je trouve que c'est joli. Et après, elles retournent à la maison et t'es en mode... En vrai, t'as aussi des plans où elle marque des trucs dans son bouquin le soir avant de se coucher. Et tu sais, c'est vraiment le c'est plan bien, ça. est ultra près de ce qu'elle écrit et fait quand même un travelling ultra clean. Et t'es en mode, mais comment t'as fait ça, genre, alors que tu as 75 ans? Comment tu as trouvé cette méthode de mise en scène super intéressante? Ouais. Non, moi, autre truc, c'est qu'en fait, du coup, autofiction en compétition à Cannes. Autre film en compétition à Cannes, El Cirqueiro, L'être aimé, de Rodrigo Sorogoyen, qui est encore un film sur un réalisateur, C'est vrai, c'est dingue ça. mais qui est, à mon sens, beaucoup mieux. Beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant. Et surtout beaucoup moins lisse. Enfin, je trouve vraiment... c'est beaucoup moins superficiel et les persos sont beaucoup mieux caractérisés. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça m'a beaucoup plus parlé. Du coup, j'étais en mode, putain, il y a 2 films hispanophones qui sortent au même moment, qui parlent d'un réalisateur qui a des galères. Il y en a un que j'ai clairement préféré, quoi. Mais bon, quelqu'un a autre chose à dire? T'as pas dit grand-chose, toi? Mais en fait, le problème, c'est que à partir du moment où je comprends que c'est une sorte de bilan ou une sorte d'autobiographie de Almodovar, je connais pas le mec.
Du coup, il me manque mais toutes les clés du film, quoi. C'est vrai que comme film Vraiment tout. introductif à la film Ouais, d'Almodovar, c'est vraiment c'est le un peu pire. un Par grand, contre, c'est tu pas me donnes très envie de voir Douleur et gloire. Alors, il est sur Arte gratuit apparemment. Ah ouais. Ouais. Ok. Super. On va passer au deuxième film de ce mois-ci qui, bon, voilà. Moi, Aussi on m'a plein de moi, on choses m'a à dire. forcé, hein. On m'a forcé, voilà. Un individu à ma droite m'a forcé à voir ce film. C'est moi. Ils ont Qui que a- les bruits de chaises et pas Mathieu qui bouge comme un fou. Ah ouais, vraiment. Et je tiens à dire avant qu'on en parle que Mathieu a littéralement soudoyé les gens qui ont voté pour le sondage, soit les menaçant de mort ainsi que leur famille, ou alors en leur offrant 5 euros. Voilà. C'est vrai, j'ai bon, perdu bah. une fortune. Voilà. Mais c'est pas grave, ça valait la Et peine. Arthur qui a voté Mandalorian et Grogu, qui est allé le voir d'ailleurs, et qui a dit que c'était de la grosse merde à chier. Ah ouais, il a pas aimé. Il était en mode c'est de la merde et tout. Ah Et ouais, ben, moi ça j'ai me tient. détesté. Bah voilà, Mandalorian and Grogu, réalisé par Jon Favreau. La chute du maléfique empire galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Pour protéger ce pourquoi la rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appeler au chasseur de primes Mandalorian et à son jeune apprenti Grogu. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. Grogu, il a été payé combien à votre avis? Salaire de Grogu, c'est pas un être humain en fait, donc c'est pas non plus. C'est le marionnettiste. Bref. Le C'est pas marionnette. une c'est. C'est une marionnette. Oui, mais c'est. Oh, mais il m'emmerde, lui, là-bas. Mais putain. Oh. Ok, top. Bon, allez, vas-y, commence là, ton Mandalorian. Non mais là. en fait, là, il a commencé le film autofiction. Là, il commence Mandalorian. Il va commencer RRR parce que c'est son Ah film. bon, alors Non. qui commencerait? Bah moi, parce que j'ai pas de film. Laissez-moi parler. Bon, toi au moins, on commence Mandalorian. Tu veux commencer ou j'y vais? Bon, Kitri, vas-y. Commence. Alors, moi j'ai passé un bon moment. Moi j'ai trouvé que Grogu était vraiment constitue la carcasse du film car il est trop mignon et sans lui je pense que voilà j'aurais passé un moins bon moment. Mais heureusement qu'il est là. J'étais aussi très hypée parce que je vois que le générique du début défile et je vois Jeremy Allen White. Et moi, sachant que je trouve cet homme très beau, je me dis, mais génial! En plus, ça se trouve, il va jouer le méchant du film, donc il va être encore plus badass et je vais mouiller ma petite culotte et tout machin. Pas du tout, il joue le gros ver de terre en CGI! Voilà, j'étais super contente. Mais il a des abdos. Mais il a des oui, c'est abdos vrai. et des énormes biceps notamment. C'est vrai. En fait, c'est juste le casting est une fraude absolue entre Martin Scorsese, Pedro Pascal non, et. Non mais. Mais alors, quand apparaît Martin Scorsese? Alors, Parce que j'ai c'est vu C'est son le nom, singe. c'est le Il est petit- singesque, Martin Scorsese. C'est le singe dans la caravane. Le nœud avec tous Avec ses tous bras. ses bras là. Oh putain. Mais moi j'ai vu Martin Scorsese au générique, j'étais en mode mais non. Ouais, moi Et là j'entends ce singe de con parler, j'étais en mode j'avais tellement pas la ref. Ouais. Mais en soi, même si l'histoire est pas très intéressante, tu as quand même des monstres, ils sont sympas, puis le petit Grogu. Puis moi j'aime bien le moment où t'as le Mandalorian qui est empoisonné, qui Dans la est forêt, dans là. la forêt, et en fait t'as Grogu qui devient le chill héros. un peu, hein, qui est un peu Il en chill, mais, chill, mais il aide le Mandalorian et moi j'ai trouvé toute cette partie géniale. Et puis ils veulent des petits poissons et puis voilà, moi j'ai trouvé cette partie elle était chouette. J'ai passé un bon moment, c'est un film pas prise de tête, c'est pas un truc voilà, mais j'ai passé un bon moment. J'ai bien Oui, aimé oui. le gros serpent dans la gros serpent. Le gros serpent. Voilà. Bon bah allez, à moi, ensuite à toi et ensuite tu finis Pas de soucis. pour le premier tour. Oui, bon à moi. Et en fait voilà, moi je trouve le film midesque, un peu oubliable. Après c'est sympa, genre vraiment exactement c'est un film pas prise de tête, tu vois. Mais c'est vrai que bon après moi j'avoue je suis pas du tout encore une fois une Star Wars zouze, mais j'ai vu les films 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Et pour moi, en fait, voilà, moi je me suis arrêtée à Star Wars, c'est les Jedi, c'est les sabres laser et tout. Et là, il y a un bébé Yoda, qui pour moi, c'est le seul lien avec ce que je connais, on va dire, de Star Wars. Et en fait, je suis en mode, à part les grosses saucisses limaces, là, et Grogu, je suis en mode, pour moi, t'enlèves ça, c'est plus Star Wars. Enfin, dans le sens où ça peut être un autre film d'aventure classique, on va dire. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, c'est Star Wars, mais en même temps,
c'est pas le Star Wars que moi je connais, donc après, bon, voilà, ça veut pas dire que c'est pas Star Wars. Mais du coup, j'étais en mode. Moi, ma question c'était c'est cool, mais pourquoi est-ce qu'ils en ont fait un film en fait? Parce qu'il y a une série que j'ai pas vue. Ah oui, j'ai oublié de le dire, j'ai pas vu la série. Mais je suis en mode. Je capte pas trop pourquoi le film existe. Je suis en mode. Et pourquoi il sort en salle en fait? Parce que comme ils ont, je crois, pas sorti de Star Wars au cinéma depuis des années. 7 ans. Voilà. Je suis en mode. Tu vois, pourquoi lui il sort? Et pourquoi pas d'autres trucs? En vrai, ça m'intéresse, je pense, tu sais. Mais pourquoi est-ce que d'un coup ils se sont dit, il faut qu'on sorte un film et c'est ça? Alors qu'ils en ont pas sorti depuis 7 ans au ciné, genre. J'en parlerai après. Patient. Voilà, je trouve les enjeux sont bien, mais ça m'accroche pas à mon siège, quoi, voilà. Après, je le subis pas, je suis pas non plus, je kiffe pas, mais voilà, c'est vraiment mid pour moi. Ouais, moi, je suis un peu entre les deux. Genre, pareil que je suis... Mais alors, pas du tout à jour avec Star Wars. J'ai vu les films, mais encore, je n'en ai aucun souvenir. Et je n'ai certainement pas vu la série. Et pour dire à quel point je n'avais pas vu la série, c'est la première fois que j'entendais la voix de Pedro Pascal sur le Mandalorian, et ça m'a trop fait bizarre. C'est la première fois que je voyais Grogu en action. Grogu est super. Première fois que je le vois aussi, et vraiment super. Petite marionnette très Ouais, mignonne. mais j'avoue qu'au début, ça m'a un peu perturbé le côté un peu marionnette. Ouais, parce que tu es un peu saccadé, ouais, c'est ça. genre. Je t'imagine très bien, moi j'imagine très bien le mec derrière la caméra en train de le manipuler. Mais après coup, je me suis dit, en fait, je préfère ça que les trucs un peu en CGI. Ça fait un peu artisanal. Ah ouais, c'est cool, on est dans une era marionnette là, avec le caillou de Projet Dernière Chance là. Ouais, c'est bien, genre. Moi j'aime Il bien. était pas en CGI ce caillou? Non, c'est une marionnette. Mais oui. Mais du coup, ouais, moi j'avoue que Grogu, c'est pas ce que j'ai préféré. Enfin, je l'aime bien, il est mignon, mais il est un peu juste là pour être mignon. Ouais. Du coup, ça m'a un peu. Bon. Il sauve quand même le Mandalorian dans le film. Mais justement, en fait, en même temps, il est hyper mignon et en même temps, il peut tout faire, quoi. Il a la Heureusement force. qu'il est là, ouais. Oui, voilà. Mais ouais. Mais en tant que personnage, je le trouve pas. Après, il parle pas quoi. Ouais, voilà. Et c'est un bébé. Après, j'avoue que je l'aime bien parce que du coup, c'est Daddy Pedro Pascal. J'avoue que, voilà, avec son enfant. Non, mais son toi. avec son bébé. Oh là là. En fait, je le trouve effectivement qu'il se passe pas grand chose et qu'il n'est pas très intéressant. Moi, j'y suis allée en me demandant, comme j'ai pas les rêves Star Wars, est-ce que j'allais comprendre le film? Et en vrai, il est hyper compréhensible. Ouais. Pour le coup, ça, c'est vraiment pas le problème. Mais du coup, tu te dis, enfin, vraiment, quel intérêt, effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas forcément les rêves. Mais sinon, en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai passé un moment. Oui. Genre, il y a des trucs que j'ai bien aimés, comme Kitri. J'ai bien aimé quand on voit la tête de Pedro Pascal, par exemple. Voilà. Je pensais sincèrement que quand il allait enlever son casque, il allait être hideux, que ça allait être une vieille limace ou je sais pas quoi. Et vraiment, et j'ai vu Pedro Pascal, j'étais en mode, oh là là, oh, c'est Pedro Pascal. Putain. Et est-ce que Mathieu, est-ce qu'il est related to Yoda? Est-ce qu'il est dans l'arbre généalogique de C'est Yoda? la même espèce, je crois, non? C'est ça. Ouais, c'est juste la même espèce. Des mais Yoda, aucun quoi. lien Cousin, Non, c'est rien. du tout. Là, tu vas pouvoir enfin dérouler, Mathieu, parce que depuis le début de ce podcast, je pense que dans chaque épisode, tu dis au moins une fois que ton film préféré c'est Star Wars 3. Donc, vas-y, c'est ton moment, tu peux y aller. C'est un de mes films préférés. Je suis pas non plus. Menteur. Je suis pas puceau à ce point, hein, faut pas croire hein, la team. Alors, un film Star Wars. Ok. J'étais très content de cette sortie de The Mandalorian et Grogu, et effectivement, là il y a plein de choses à dire. Et ce qui est dur avec un film Star Wars, c'est qu'en fait, c'est compliqué pour un film Star Wars d'être indépendant du reste et de son univers. T'es obligé de parler de... Quand tu parles de The Mandalorian et Grogu, t'es obligé de parler du lore et t'es obligé en fait de parler de Star Wars. Je passerai Jon Favreau, le réalisateur. Il a fait quoi déjà lui? Il a fait par exemple le Roi Lion en live action. Ah ouais. Jon Favreau, donc, qui a appris la réal de ce film et qui avait commencé à prendre la réal un peu de la série The Mandalorian, qui est un terrible réalisateur sans idée, bref. Ah mais donc Je même le toi, déteste. t'es d'accord. Ah, genre, je déteste Jon Favreau. Non, mais la mise en scène n'a rien. Enfin, je veux dire, là... Et puis surtout, là, on a Dave Filoni aussi, qui est à la tête de Lucasfilm maintenant et qui se fait 2 apparitions avec sa tête en gros plan. Et quand tu le reconnais, t'es vraiment en mode, mais le boulard du mec, genre. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un moment dans
C'est un moment dans la cantine, il ramène le mec qui vient de choper et t'as vraiment un plan sur lui tout seul avec son chapeau de cow-boy qui regarde. Oui, c'est bon, Et t'as un autre moment où il est dans le X-Wing et en fait quand tu le reconnais, t'es vraiment en mode je capte le clin d'œil. Gars, genre qu'est-ce que tu fais là? Genre vraiment C'est un là peu le Stanley de Star Wars. ce mec n'a rien inventé et pour l'instant, il est responsable du flou qu'il y a sur cet univers Star Wars. Qu'est-ce qu'on en fait? Où il va? Sur quel médium il va? On sait pas trop. Je passe sur la mise en scène. J'ai passé le film, moi, à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que... Là, Star Wars revient au cinéma 7 ans après et c'est pour une histoire... Il n'y a rien dans cette histoire, enfin vraiment dans le sens où elle n'existe pas, ça n'atteint mais en rien l'univers. Sigourney Weaver, qui est d'ailleurs à la flemme d'être là, hein, Ouais, réel, mais vraiment. n'apparaît jamais dans les Star Wars. C'est qui ce perso? Tous les seigneurs Sith là qu'on te vend, ils ont Surtout, aucun charisme, on aucun les voit feu, ils 2 n'ont rien. minutes et après fini, quoi. L'histoire dans le lore Star Wars ne sert à rien. Et je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que ce truc oubliable? Et là, à un moment, j'ai eu la vision. Moi, j'ai eu la vision à partir du moment où il y a la partie sur Grogu. Parce que là, je me suis dit, là, ils en font trop, là. Là, c'est trop. Là, c'est vraiment du vide que je regarde. Et en fait, non. J'ai compris mon erreur. Le film est pas du tout oubliable ou vide. Le film, en fait, il est juste insignifiant vis-à-vis de son univers. Et je me suis dit, ok, si je prends le film comme il est, tout seul, c'est juste une histoire, c'est juste une aventure entre un chasseur de primes et, en vrai de vrai, son enfant. Et l'histoire devient, à partir de là, hyper agréable. Mais vraiment, hyper... Genre, c'est juste une aventure simple, mais hyper touchante. Et tu te fais embarquer dedans. Et alors bon, il n'y a pas trop de surprises non plus. T'as les X-Wing qui arrivent à la fin, qui bombardent, ils sautent comme ça. Bon, tout se passe comme ça devait se passer, mais ça reste une aventure super agréable. Et effectivement, t'as la question de mais qu'est-ce que fout ce film au cinéma alors que t'as la série? Et la série parfois est plus pertinente vis-à-vis de l'univers que ce film. Et je me suis dit, mais en fait, en tant que spectateur, moi j'ai envie de consommer Star Wars au cinéma. Parce qu'une aventure comme ça, je l'aurais regardé en série. Bon, je serais passé à côté en mode je m'en fous. Là, c'est au cinéma, il y a quelque chose de grandiose. Les décors, l'action, la musique, tout va bien à sa place. C'est Star Wars. Moi, j'apprécie Star Wars au cinéma. C'est comme ça qu'on doit le vivre. C'est une épopée dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et en vrai de vrai, le vrai drame, c'est un moment d'avoir basculé en série. Bravo. D'ailleurs, la musique, le savez-vous, c'est Ludwig Göransson. Et Oui, évidemment, c'est et ça dingue. s'entend, Ouais, la ça musique s'entend, est ouais. trop bien. Alors, pour moi, c'est une des parties les plus, on va dire, créatives dans le sens strict, c'est-à-dire, genre, comparé à la mise en scène, tu vois. Il y a vraiment des propositions. Du coup, j'étais en mode, putain, c'est Ludwig ouais. Göransson, genre. La putain, musique prend des le- risques là où le film déroule se un retire peu, ouais, déroule voilà, un ouais. peu sa partition. Ce qui Ouais. fait que c'est agréable. Et moi, j'ai aussi apprécié le côté où le film s'indépendantise complètement, dans le sens où tu peux ne pas avoir vu la série. Ouais, Le ouais. film reste hyper Ouais. accessible. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Et il faut pas avoir d'attente, de sabre laser, Ouais. il faut pas avoir d'attente d'un empire galactique qui revient à la fin. Non, là on est sur une histoire C'est la petite très histoire dans la pudique. grande histoire. Ouais, c'est très ça, pudique exactement. sur The Mandalorian et Grogu. C'est grave beau ce que tu dis. J'espère on pourra faire un rap sur ce que t'as dit, ouais. Faut qu'elle parte, je n'en peux C'était plus. grave beau. Mais je comprends complètement ceux qui passent à côté ou ceux qui disent que le film est oubliable. Mais moi, je voudrais plus d'histoires comme ça à Star Wars parce que la petite histoire dans la Ouais. grande, Et au ciné, du coup. c'est magnifique. Et au cinéma, évidemment. Je voudrais juste revenir sur un truc. En fait, en entendant ce que tu dis, je pense que, en fait, je me dis que je suis
entre guillemets passé à côté parce que moi quand je pense à Star Wars je pense en fait moi ce que j'adore vraiment dans Star Wars, un des trucs que vraiment je kiffe dans les films et tout, c'est tout le côté politique en fait dans Star Wars, et en fait l'espèce d'enjeu de pouvoir et tout, vraiment je trouve ça trop stylé, je trouve ça vraiment super et tout, et là c'est vrai que bah du coup là ça n'a rien à voir, et du coup c'est vrai que moi j'étais en mode putain, j'avoue, je vais voir un film Star Wars au cinéma. Du coup, j'étais un peu en mode. Après, j'y allais en sachant parce que tu m'avais un peu pitché le truc en mode ce que j'avais à savoir, ce que j'avais pas à savoir. Et comme tu m'as pitché, du coup, pas grand chose parce que tu m'as dit le film est bien parce que bah, t'as pas besoin de tout savoir. Et c'est ça qui est bien. Parce que tout le monde peut aller le voir. Et j'étais en mode il n'y a pas besoin d'avoir tout le lore. Et du coup, j'étais en mode c'est cool, mais en même temps, j'étais en mode j'ai pas besoin de savoir. Si c'est la République, si c'est l'Empire, si c'est machin, où est-ce qu'on est dans le lore et tout, où est-ce qu'on est dans la temporalité. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime bien dans Star Wars, c'est vraiment les enjeux de pouvoir, les trucs qui se déchirent entre eux, tu vois. Moi, je me fous ta gueule, mais en vrai, j'adore Star Wars 3. Et du coup, bah, l'espèce de combat entre du coup, le bien et le mal, franchement, moi, j'adore. Voilà. Et là, c'est vrai que là, j'ai pas quoi. Le film, il va un peu au suicide à partir du moment où aujourd'hui, tu peux pas aller voir un film Star Wars sans avoir des attentes démesurées. Et à mes yeux, cette saga le mérite bien. Mais on est en train d'assister, et je trouve c'est le truc le plus intéressant avec ce film, on est en train d'assister à une stratégie de Disney qui soit se cherche, soit s'affine. Mais on assiste à une sorte de rebranding de la marque Star Wars, où l'année prochaine, pareil, on a toujours une petite histoire dans la grande avec Ryan Gosling qui va nous jouer un pilote perdu dans la galaxie, et avec encore un gosse. Mais c'est très intéressant ce qu'ils font. C'est très intéressant parce que personne ne sait trop quoi faire en fait de cette poule aux œufs d'or là, je pense chez Disney. Tout le monde se demande un peu après le carnage de cette trilogie, qu'est-ce qu'on fait. Même si on n'apprécie pas le film, on peut au moins noter que ça soulève des questions intéressantes sur le futur de Star Wars. Voilà. Enfin, en fait, là, on sait pas trop où ils vont, quoi. Je pense eux non plus, tu vois. Mais personne ne sait où ils vont. Bah, Starfighter, pour le coup, du coup, le film avec Ryan Gosling, ça annonce plutôt un monde où ils multiplient les petites histoires. Ouais, les spin-offs, les trucs. Pour laisser un peu la grande de côté avant de reprendre avec un Star Wars 10 qui est annoncé. Mais, c'est vrai ? Mais C'est vrai que Star Wars 7, il est 3e box-office mondial après Avatar et Sérieux Avengers. Ouais, mais Star Wars 7, il est 3e ou 4e, tu vois. On se souvient pas du carton que ça avait fait. Mais là, ce qui est aussi intéressant, c'est que le mec qui est à la tête en ce moment de Lucasfilm, du coup, le Dave Filoni est fou. Il est fou allié, ce mec. Ça veut dire que ce mec, il fait n'importe quoi. Il a fait Clone Wars, une série animée qui est beaucoup appréciée, mais chez les fans, et qui est vraiment restée chez les fans. Ouais. Il a fait une autre série qui était diffusée sur Disney XD. Donc, dites-vous un peu la gueule de la série. C'est quoi ? Je te jure. Qui s'appelle Star Wars Rebels. Et dites-vous, ce malade mental, il a fait une série live-action de Ahsoka, qui est un personnage de Star Wars, de Clone Wars, de sa série animée. Et il a mis l'intrigue de Star Wars Rebels. Mais ça devient impossible à suivre, même pour moi, genre. Alors que j'adore Star Wars. Je ne peux pas suivre et j'ai dû me spoiler Star Wars Rebels pour suivre la série. Alors que le budget est astronomique, tout ça. Donc c'est très bizarre ce qui se passe dans les bureaux de Disney et de Lucasfilm. À qui donner les clés et quoi en faire. Voilà. Les réunions brainstorm chez Lucasfilm, là, je pense que ça a une sale gueule. Ouais. Par contre, je te conseille, si t'aimes bien les enjeux de pouvoir et tout ça, et même vous deux, parce que ça se bouffe aussi bien que The Mandalorian et Grogu. Genre, t'as pas besoin de tout le lore, c'est Andorre. Ah oui, mais tout le monde. Mais Andorre a des critiques exceptionnelles et c'est entièrement mérité. Beaucoup de gens disent qu'Andorre c'est une des meilleures séries. C'est magnifique et t'es pas obligé de tout connaître. Ok. Ça va pas t'empêcher de suivre le cours de la série qui est incroyable sur pas la montée du fascisme, mais la propagation du fascisme, sur comment se construit une rébellion. C'est absolument fascinant, et puis c'est très sombre, c'est magnifique. Et on aurait aimé voir ça au cinéma, voilà. Mais alors du coup, moi j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu en penses des gens qui ont dit que Mandalorian Grogu là, c'était 3 épisodes de série mis bout à bout au cinéma. Alors de ce que j'ai cru comprendre, en fait, ils ont raison parce que c'était la 4e saison de The Mandalorian.
Et à un moment, justement, dans les bureaux de Disney, ils ont fait attendez, on va pas faire de 4e saison, on va en faire un film. Ça fait partie du rebranding, et ça se sent de toute façon. Tu peux littéralement faire pause au moment où l'épisode se termine. Enfin, Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en vrai de il y a vrai, vraiment trois voilà. séquences dans le film bien distinctes. La réécriture, franchement, de série à film, elle a été flemmarde. Franchement, je pense qu'elle a pas duré extrêmement longtemps. Après, ça se tient comme film, hein. C'est juste que tu sens les actes. Peut-être qu'ils ont voulu ramener des gens aussi, peut-être. Ouais, carrément, ouais. Ah ouais, bah, je pense qu'ils sentent que là, ils perdent la main Ouais. parce que je sais même pas comment ils peuvent garder la main. Là, je vous jure, ça part trop. Dave Filoni est fou. Ce mec est taré en fait. Putain, bah, c'est juste un fan quoi. Ils ont mis un fan à la tête de Lucasfilm et bon, mais très curieux de l'avenir de Star Wars. Non, moi j'ai bien aimé les petites scènes avec les. Je sais pas comment ça s'appelle, les petits bonhommes là qui réparent le petit vaisseau là. J'adore. J'aime bien ces persos, ils sont rigolos J'adore. en vrai. Ouais. Ah, tu fais bien. Puis voilà. Super. Et bah voilà, on finit sur ça pour The Mandalorian and Grogu, réalisé par Jon Favreau, est sorti le 20 mai 2026. Et maintenant, on va passer à l'era grotesque de cet épisode, car nous allons enchaîner sur 2 immenses bangers. En commençant par celui de Mathieu. Mathieu, tu as choisi un film, lequel est-ce ? RRR. Rien. Tu rebondis. De putain Rajamouli. Rajamouli. Et d'ailleurs, il y a une rétrospective Rajamouli à la Cinémathèque française dans 2 semaines. Et Rajamouli sera là pour présenter la légende de Baobali. Putain, c'est dingue. Il faut que tu y ailles, Mathieu, là. Ouais. J'adore Baobali. Inde coloniale, années 20. 2 hommes d'une détermination de fer se rencontrent par hasard et nouent une amitié fulgurante. Komaram Bhim, guerrier gonde, déterminé à arracher une fillette de sa tribu des griffes du gouverneur britannique, et Alluri Sitarama Raju, un mystérieux officier militaire aux motivations impénétrables. Le destin poussera ces 2 frères de cœur à un affrontement inévitable jusqu'à ce qu'une vérité inattendue éclate. పులిని పట్టుకోవాలంటే వేటగాడు కావాలి. ఆ పని చేయగలిగితే Magnifique. Beautiful. Big cinéma. Vraiment. Pourquoi est-ce que tu as choisi RR ? Alors déjà, c'est bien parce que moi, j'ai vu RRR en premier, avant de voir Baobali. Et ce qui est peut-être mieux rétrospectivement, parce que Baobali, même si ça a été fait avant, va beaucoup plus loin dans le délire. Donc c'est peut-être une meilleure porte d'entrée vers ce cinéma-là, parce que Baobali a vraiment beaucoup de moments où si tu prends le film un peu premier degré, ou enfin, si tu le regardes, voilà, tu peux vraiment sortir du film tellement c'est absurde. Alors RRR, du coup, a eu la chance d'avoir une diffusion en France absolument catastrophique au moment de sa sortie. En fait, il était diffusé que dans quelques cinémas, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle, il y avait déjà eu un bouche à oreille de zinzin sur putain, allez voir ce film, là, il y a quelque chose, etc. Et j'avais raté le coche. Et c'est le plus gros regret de ma vie. Le gars qui dose pas. Mais c'est un énorme regret en vrai de pas l'avoir découvert au cinéma. Voilà, je l'ai découvert sur Netflix comme tout le monde. Voilà. Mais je regardais le film et je te demande, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais j'étais en mode, mais c'est pas possible de faire un film. Ils ont 20 ans d'avance, les mecs. Vraiment, j'étais en mode, là, ils ont 20 ans d'avance. Après, à relativiser parce que c'est quand même très. Sans avance, ça dépend sur quoi. Oui, Ouais. oui, et puis c'est très occidentalisé aussi sur plein de choses. Mais t'as quand même une patte de blockbuster. Mais voilà, moi j'étais juste en mode qu'est-ce que c'est que ce film? Je dois absolument le montrer à tout le monde. En fait, la maîtrise de l'épique, j'avais jamais vu ça. Vraiment, j'étais en mode mais c'est fou, la musique est dingue, la mise en scène est dingue, les idées sont folles. Et j'étais en mode notre cerveau n'est pas assez développé pour avoir ce genre d'idées. On peut pas les inventer Pas et du pour coup l'Homo c'était magnifique sapiens. à voir. Ah, vraiment. Et après j'ai regardé Baobali
qui était une autre claque dans la gueule, qui est celui-là en 2 parties. Et en fait, le problème, c'est que je voulais effectivement qu'on en parle de Bahubali, parce que c'est au même niveau. Mais Bahubali, comme ça en 2 parties, je trouvais ça dommage de parler que de la première partie, pas de la deuxième. Bon, c'est comme RRR, c'est Ouais. comme si on s'était arrêté au milieu, quoi. Ouais, bah non. Il y a ce truc où l'histoire, elle est pas finie, c'est con d'en parler. Voilà. Mais je conseille Bahubali si vous avez aimé RRR. Ok. Voilà. Et premier, est-ce que quand t'as vu RRR, du coup, à l'époque, est-ce que premier contact avec le cinéma indien ou pas? Non. Ok. Non, j'avais déjà vu, je me souviens plus. J'ai déjà vu 2 autres films indiens plus social. Mais en tout cas, le blockbuster indien, de ce que j'ai compris, est un peu à part quand même. Ça veut dire que c'est RRR incroyable, on peut parler de cinéma indien, mais c'est compliqué de... C'est pas vraiment Bollywood, de ce que j'ai compris, quoi. Ok. Ouais, c'était destiné à l'international. Ouais, c'est quand même ouvert, Ouais. très international, Ok, quoi. ok. En fait, c'est une autre région parce que le Bollywood, c'est vraiment la production à Mumbai, Ok. Bombay, enfin anciennement Bombay et Mumbai. Ouais. Alors que RRR, je crois que c'est du Tollywood et c'est une autre région de l'Inde. Je sais plus exactement laquelle, mais ouais. Ok. Et c'est hyper bien filmé. Et avec un budget, mais... RRR Ouais. la mise en scène est... Oh, mais tu te demandes, mais Ouais. Non, mais... comment Ah, c'est Rajamouli, possible d'avoir eu exceptionnel. ces idées? Genre, il y a un œil qui s'est posé dans son ordinateur et qui a écrit ce truc, tu vois. Alors, Tiens, et mais- dites-vous, en termes d'idées, Bahubali va beaucoup plus loin. Ok. Qu'avez-vous pensé du film? Bah moi, premier film indien que je vois, je crois. Et tout simplement comme une épiphanie. Mathieu, qui dans son choix de film m'avait un peu, pour ne pas dire déçu, avec Better Man en février. M'en fous. Là, il nous sort RRR. Et moi, je ne savais rien de ce film, sauf... Moi, je partais avec la merveilleuse scène aux Oscars. Parce que aux Oscars 2023, RRR était nominé pour meilleure chanson originale, pour Natu Natu. Et ils ont performé Natu Natu sur la scène des Oscars. Et c'était tout simplement exceptionnel. Et ouais, donc moi, c'était le seul truc que je connaissais du film. C'était ce moment aux Oscars 2023, et donc où ils ont été récompensés, notamment. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu, et c'était Trop bien. C'est trop bien. mais un kiff, mais monumental. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que le film, il pousse les potards à fond, et il assume, et il se fait plaisir, tu vois. Et tu sens que c'est un kiff d'avoir fait ce truc. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Moi, j'avais peur au bout d'un moment de tomber dans la surenchère, dans le too much un peu. Et en fait, c'est trop bien, genre. Enfin, moi, ce que j'ai adoré, vraiment, c'est que, il faut se dire, chaque scène, c'est 200% en termes d'énergie. Et tu te dis, et là, la scène d'après va forcément être Un peu moins bien. Un peu moins Voilà. bien, quoi. Et non, car à un moment, ils prennent une moto comme ça, dans une main, et ils la jettent sur les ennemis. Et là, j'étais en mode, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Mais c'est pas Faire ridicule. de- Ah non, c'est pas ridicule. C'est pas ridicule. C'est pas ridicule. Mais vraiment, j'étais en mode, oh, mais c'est incroyable. En fait, le film réussit, et pourtant, il dure 3h15, je pense, à être surprenant à chaque scène. Et c'est pas genre, il balance une masterclass toutes les 10 minutes. Non, pour moi, c'est vraiment chaque seconde. La vérité, c'est ça. C'est que c'est exceptionnel. Les musiques sont super. Les danses sont géniales. Les chorégraphies sont incroyables. Le slow-mo, n'en parlons pas, parce que vraiment, sinon, je vais arracher mes vêtements. La Mais photographie la aussi, la photo est incroyable. Et non, mais franchement, c'est génial. Genre, vraiment, merci, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire dessus, à part vraiment découverte d'un monde genre que je n'avais jamais vu. Mais là, ça me donne envie de regarder mes 150, genre vraiment. Donc voilà. Donc je pense que si j'ai le temps, j'irai à cette rétrospective avec Bahubali et avec Rajamouli qui présentera ce film. Si je peux, j'irai. À vous. Bah ouais, tout a déjà été dit, bien sûr. Non, bah pareil que moi je connaissais rien au cinéma indien. En fait, quand Mathieu a dit on va parler de cinéma indien, j'étais en mode ok, trop bien. Franchement, je préfère largement ça à Better Man, effectivement. Du coup, voilà, j'y suis allée avec beaucoup de hâte de découvrir ce monde, et surtout qu'on l'a regardé quand même ensemble, ce qui je pense a beaucoup contribué au kiff de regarder ce film. Je pense que toute seule j'aurais peut-être moins kiffé autant l'expérience. Et bah pareil que Jus, quoi, c'était franchement tu passes juste un trop bon moment devant,
tu kiffes, t'es en mode putain, mais on voit pas ça avec les blockbusters hollywoodiens, mais jamais de la vie tu vois ce genre de truc, parce que enfin Je trouve que c'est trop le cinéma qu'on aime. Je sais pas comment dire. Ouais. C'est trop. Tu regardes Ouais. du Ouais, cinéma, c'est tu te vraiment rends le- compte et t'es en mode, mais Ouais. allez-y quoi. Vraiment, le cinéma, pour moi, c'est vraiment cinéma plaisir Ouais, c'est ça. au premier sens du terme. mais c'est genre, parce que c'est pas trop alourdi par le réalisme, tu vois, ils sont Ouais. pas en mode ouais, on va faire des scènes de combat hyper réalistes. Non, absolument pas. Rien à foutre. Et j'avoue Ouais. que moi, on avait déjà un peu cette discussion sur quand j'ai regardé John Wick, mais les films d'action, les scènes d'action, c'est vraiment le genre de truc qui me fait un peu chier normalement, parce que je sais comment ça va finir. Et vraiment, mais c'est pour ça que j'ai kiffé ce film, c'est que genre tu ne sais pas où ça mène. Il y a aucun monde où tu peux prévoir ce qui va se passer dans certaines scènes d'action. Vraiment. Il peut se passer tout et n'importe quoi, et il se passe tout et n'importe quoi. Et c'est génial. Et c'est toujours génial, et t'es toujours en mode, ok, genre, je suis 100% avec toi, et montre-moi tout ce que tu veux, je suis d'accord. Je trouve, pour le préciser quand même, parce que là on insiste un peu sur le côté grandiose du film et qui part dans tous les sens et où ça va, mais l'histoire L'histoire est vraiment c'est est ce quand que même c'est ce que très j'allais bien, dire genre, aussi. elle est quand même super. Je trouve que le scénario est tellement bien construit, les personnages, et vraiment, moi, c'est ce que je kiffe, c'est le côté vraiment deux personnages dans des camps opposés qui sont censés être ennemis, qui se rencontrent. Alors, ils savent pas qu'ils sont dans le camp opposé, ils deviennent, mais plus que meilleurs amis, vraiment, genre. C'est des âmes sœurs. Vous pouvez pas me faire croire qu'ils sont juste amis, par contre. Vous Mais pouvez vraiment, pas me faire avec croire ça. nous, avec notre regard occidental Ouais. de comédie romantique, mais le putain de montage qui dure 20 minutes de Oui. eux, Avec les fondus enchaînés où ils sont Ah sur la ouais. moto et tout. qui est sur, T'en as qui est un sur les épaules de l'autre. Et ils Ah font ouais, des c'est des dingue. squats. C'est exceptionnel. Mais du coup, moi, j'adore ce truc-là de se dire, ok, ils sont censés être ennemis. Quand est-ce qu'ils vont réaliser que... Enfin, il y a toujours de la tension, il y a toujours des trucs où t'as envie de savoir ce qui va se passer, t'as envie de savoir comment ça va finir. Et vraiment, je trouve que, voilà, le rythme est vraiment parfait, l'histoire est vraiment très bien construite, les personnages sont intéressants, les personnages masculins. Voilà. Ah ouais, bon là, Mais il- franchement, on en parlera même plus tard. surtout, Ram, je crois que c'est ça son Ouais. prénom. L'officier, ouais. Voilà, où tout le film, tu te Qui est dis, vraiment mais quel est- enfin, c'est vraiment le personnage principal. dès le genre, début, tu te dis, mais ok, quel est son quelle est son background? histoire. Quel est ce personnage? D'où il vient? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi est-ce qu'il est Bogosito, aussi à fond avec l'Empire britannique alors que Ouais. il faudrait pas? Non, franchement, j'ai kiffé. Voilà. Et vraiment, nous, pendant les 3 heures de film, à chaque fois que Ram apparaissait à l'écran, Ouais. quel salopard celui-là. Qu'est-ce ses qu'il est cheveux, beau. là. Qu'est-ce qu'il est beau. beau. Qu'est-ce qu'il est Vraiment. beau. Ouais. Non, mais- Et bah, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, malheureusement, j'ai pas vu les 3 heures avec vous. J'ai vu qu'1 heure et demie. J'ai vu la dernière heure et demie chez moi, tout seul. Mais Mathieu avait dit, ouais, vous verrez la deuxième moitié. Pff, pas du tout. Mensonge, Oh, ouais, mensonge. La deuxième moitié, très très bien aussi. Non, en fait, ce que je trouve dingue, c'est que vraiment, en fait, le film, il met de tout. Donc, de la comédie musicale, de l'action. En même temps, énorme critique du colonialisme britannique et une super histoire d'amitié. Et ça te fait un cocktail et ça marche super bien. Et du coup, t'as tous les trucs pour kiffer. Et je trouve que c'est rare aussi les films où t'as une aussi belle histoire d'amitié. Genre, d'habitude, c'est ultra individualiste et tout. Là, t'as quand même 2 bonhommes qui sauvent leur village, etc. Et je trouvais que c'était quand même un pari très très bien réussi. C'est rare qu'on... Ça change, quoi. Ouais, ça change de voir une belle amitié à l'écran. Voilà. Non, mais j'allais dire parce que le film met vraiment toute l'emphase sur cette amitié-là, presque au détriment des relations amoureuses. Enfin, clairement, c'est beaucoup plus important que Oui, la ah ouais, meuf clairement, blanche oui. dont on s'en contrefou. Enfin, personnellement. Ah oui, voilà. non, mais on s'en fout. Et je pense que dans le cinéma occidental, t'as peut-être plus ce côté. Il faut que l'histoire d'amour ou le truc. Enfin, je Ouais, sais c'est pas. ça, l'emporte. Ouais, mais Là, c'est ça. vraiment. Parce que c'est la masculinité, c'est la vérité. Donc, c'est. Mon seul égal est un homme. Ouais, De toute manière, on l'a très bien vu quand on a regardé les films tous ensemble. Au moment où il y avait du coup cette scène où du coup Bim voit cette femme blanche, riche, anglaise, machin, et qui tombe amoureux. Je me souviens, je crois que c'est toi qui, dans la pièce, qui était en mode genre Ram le beau gosse là, Oui. il va vouloir choper la Oui, femme. Et en fait, non. Exactement. Et en fait, parce que je pense qu'on est tellement matrixé avec Ouais. le cerveau d'Européens qu'on est en mode il va forcément y avoir une rivalité pour choper la femme. Et finalement, Pas du tout, non. chacun a sa femme. Bon, après, Chacun ça. chacun sa femme, et voilà. Et après, bon, on parlera plus tard du traitement De la des femme. femmes dans ce film, ce qui est assez
catastrophique, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est très rafraîchissant. Moi, c'est vrai que c'est absolument ce que je pensais qu'il allait se passer. Et je suis très contente que ça ne soit pas allé dans cette direction. Ils sont tellement meilleurs amis que en fait, ils s'aident à conquérir les femmes. Quoi. Ouais. Leur propre gadget, c'est beau. Non, moi, j'ai juste une question. J'ai juste pas compris la dernière scène de danse. Le générique, là Pas, le sorte de semi-générique. Avec les figures derrière. Ouais, voilà. En fait, c'est dans la chanson et les figures qui apparaissent derrière, c'est vraiment on va dire les grandes figures indiennes qui se sont opposées au colonialisme britannique. Et en fait, ils parlent de... Genre, j'ai googlé, hein, littéralement, je suis désolée, j'ai googlé. Pendant le générique, j'étais en mode putain... Mais T'as pas Écosiae. Non, désolée. Et en fait, j'ai checké vraiment qui étaient les noms qu'ils disaient pendant leur chanson. Et en fait, je me souviens, par exemple, il y a un empire... Enfin, ils citent le nom d'un peuple qui était avant un empire indien, avant que les Britanniques arrivent et colonisent tout. Voilà. Et en fait, c'est vrai que cette dernière scène, moi j'étais un peu en mode. Là, j'ai l'impression vraiment la propagande est. Vraiment, j'étais en mode la propagande stalinienne là. Mais parce que vraiment, c'était des espèces de. Oui, c'est ça, c'est que ça fait. C'est culte de la personnalité puissance 1000, tout simplement. Parce que vraiment, ça reprend des codes de propagande, genre vraiment de la guerre froide, tout simplement. Ouais. What the fuck. Et c'est vrai que là, ce générique, j'étais en mode waouh. Là, c'est vraiment pour enfoncer le clou au cas où t'aurais pas compris le message. Voilà, donc il y a un seul défaut au film, je trouve, c'est l'idée quand même du masculinisme qui quand même transpire un petit peu dans le film. Bon, c'est trop mignon, c'est l'homme qui remarque mais ce effectivement, c'est par contre, je trouve, c'est Juliette vraiment qui avait dit ça, à un moment, c'est tellement trop que ça en devient limite homo-érotique. Ah mais ouais. Et ça c'est vraiment... ça se retourne un peu contre le truc et du coup, mais de toute façon toujours, mais du coup c'est très drôle. C'est vrai que mais c'est ce que tu Au disais, final, le défaut devient limite une qualité. Ouais, le culte de la masculinité et de la virilité est tellement important dans ce film que t'es en mode mais ça ne peut conduire que... Enfin, tout ce que je vois là, c'est de l'homo-érotisme. Il y a une grosse baisse une grosse baisse entre hommes. Voilà. Alors, je préviens, si vous êtes tenté par Bahubali, c'est encore pire. Hein. Là, vous faites le même film en termes de masculinité et tout ça, vous enlevez l'amitié. Et du coup, ils sont quoi? Non, mais c'est juste des hommes forts. Ah, c'est juste des hommes forts qui se complimentent et qui se battent. C'est tout. Il n'y a plus que ça dans Bahubali. Sur le côté de l'homo-érotisme, je crois que c'est Jeanne qui disait ça dans le métro. Elle avait dit un truc qui m'avait fait un peu rire. Mais parce qu'elle disait que, tu sais, la danse, c'est souvent un truc un peu pour exprimer la sensualité et le sexe, finalement. Et elle disait la danse de Natou, c'est exactement ça. C'est deux hommes qui se battent pour savoir lequel tient le plus longtemps. Ouais. Putain, c'est vrai, ça. Problème du film, misogynie et sexisme exacerbé de ouf, quoi. Mais je crois que un autre problème un peu du film qui avait un peu été... je pense en Inde, plus que nous, on n'a pas vraiment la vision, mais je sais pas si vous avez vu qu'en gros, il y a un peu une controverse en Inde, parce que le film est fait beaucoup de références à la mythologie hindoue, et il se trouve que en Inde, le pouvoir en place, surtout en 2022, est un pouvoir un peu nationaliste hindou qui met un peu l'hindouisme au-dessus de tout. Je me suis renseignée de loin sur ça, mais j'ai entendu... des gens en parler pour donner un peu une sorte de contre-pied au film, pour dire oui, certes, il est très bien, mais quand même le contexte politique dans lequel il s'inscrit en Inde est quand même particulier. Et beaucoup j'ai l'impression que beaucoup ont dit que c'était peut-être un film un peu de propagande. Ce que tu disais tout à l'heure avec la scène de fin où t'as toutes les figures, où c'est vraiment des figures. En fait, c'est vraiment hagiographique. Puis même ça, un récit national aussi pour eux. Ouais. Mais quand ils se transforment à la fin, ils se transforment littéralement en divinité hindoue. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, attends, on avait cherché combien avait coûté le film parce que... 80, je crois. 80. Après, l'économie est différente. Oui, c'est différent, mais en vrai, avoir réussi à faire ça avec que 80 millions... Ah, mais c'est dingue, hein. Dingue. Et c'est là que tu vois à quel point Hollywood... Oui, blanchit. Ah, mais là, il y a du blanchiment d'argent, mais violent. Ouais, franchement. Là, Pedro Pascal, dans The Mordant avec gros goût, je comprends le budget, là. Là, 100 millions pour 2 minutes, là. Ah, le bâtard. Vraiment. Et dans Bahubali, il y a une scène, c'est dans mon top 5 scènes all-time. Genre, en fait, il y a tellement une puissance... Quand il décide, il y a tellement une puissance, mais pareil, dans RR, il y a tellement une puissance émotionnelle, mais c'est vraiment quand juste il fait là, les deux amis
c'est maintenant qu'ils vont apprendre, c'est maintenant qu'ils vont se trahir. Et là, t'as la scène qui est mais déchirante. Et ils y arrivent trop bien à mettre tout en place pour que ça marche. Ouais, du coup, parlons-en. Scène préférée? Un petit tour de table de scène préférée? Que c'est dur, il y en a trop. Pitié, faut qu'on en décide tous d'une scène différente tellement Ouais, le film est rempli de trucs commence, incroyables. vas-y. La scène... la scène au milieu. La scène de combat, ouais. La scène de la fin de la première partie. Voilà. La scène de l'attaque est exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup la scène où il est obligé de fouetter son meilleur ami. Ah là 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 là, quelle scène, quelle scène. Et en fait, avec le fouet, avec des clous c'est de ça. Jesus. Et en fait, tant qu'il se met pas à genoux, il doit continuer à le fouetter. Et à chaque fois, genre, t'as genre un tout petit espace qui fait qu'il est toujours pas à genoux. Ouais. Et t'as les deux méchants anglais qui sont en mode More! Take this fouet en anglais! Et puis voilà, il le tape. Moment christique, on en a pas parlé, mais moment christique de malade mental. Genre, mais beaucoup trop de références. Je sais pas si c'est vraiment mon regard occidental, mais tout le film, j'étais en mode c'est vraiment Jésus. Ouais. Mais déjà, il est présenté comme un berger qui va ramener l'agneau. Même juste quand tu le vois dans la rue, c'est vraiment Jésus parmi les gens. Et après, il y a cette scène où il se fait fouetter. C'est pour ça que je me dis que le film, quand même, est très internationalisé. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu ce que je me suis dit aussi. Je me suis posé la question de à quel point... Il y a une croix derrière lui, quand même. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, bah, littéralement, il le crucifie, genre. Ouais. Après c'est hyper dur. Enfin, franchement, là, on est 4 blancs français dans une pièce en train d'analyser un film qui est vraiment pas du tout de... Alors moi, j'ai des origines espagnoles. Donc je me sens très proche. C'est espagnol, en fait. Oui, non, c'est sûr que c'est toujours très compliqué d'analyser ce film, alors que, franchement, nous, on n'y connaît rien, voire pas grand-chose, tu vois. On a forcément des biais occidentaux. Oui, totalement. Biais. Scène préférée? Moi, ma scène préférée... je suis d'accord avec Mathieu, mais la scène de danse, vraiment... Natu Natu? Ouais, je peux pas ne pas dire cette scène. Ouais. Genre, pour moi, vraiment, je la trouve tellement parfaite. La manière dont elle est filmée, la choré est folle. Ouais. La manière dont c'est filmé, toujours en plan large, où tu vois genre tout le corps des acteurs, la synchronicité entre tous les danseurs. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et juste, tu kiffes. Mais c'est 5 minutes de pur kiff. Et la musique, juste en boucle dans ma playlist depuis 2 semaines. Moi, j'allais dire ça aussi. Mais on va dire ma deuxième préférée, parce qu'on a dit chacun une différente. Moi, c'est la scène dans la forêt, je pense. À la fin? Ouais. Vraiment, là, en termes de mythologie, je pense qu'on est au prime. Mais c'est là vraiment, là, on s'en bat les couilles. là, on y va. Là, on lâche les chevaux, littéralement. Et les motos, on les jette sur les méchants. Là, vraiment, au ralenti, on tire une flèche au ralenti, on tire une flèche avec une grenade aux bouches, en mode, c'est exceptionnel. Je veux pas savoir, mais c'est incroyable. Et non, vraiment, moi, j'adore. Et puis même la musique à ce moment-là, moi, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Et je sais pas à quel point, j'avoue, je me suis demandé ça pendant le film, j'étais en mode... Des fois, j'étais en mode... Comme je riais beaucoup, parce que j'étais en mode, putain, what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? En fait, j'étais en mode, je sais pas à quel point le film est second degré, et à quel point je rigole du film. Je suis en mode, est-ce que c'est pas bien de rigoler de ce film, tu vois? Non, mais je pense qu'il y a un aspect... faut juste kiffer, hein. Il y a un aspect kitsch qui est très assumé. Je me suis dit, est-ce que le film est au second degré, même au millième degré en permanence, tu vois? Ou est-ce que c'est moi avec mes biais de con, tu vois, qui est en mode, haha, alors que vraiment, les scènes sont incroyables, tu vois? L'apparition des titres aussi. Au tout début, quand Fire! Ouais, vraiment. Water! Et je crois que c'était toi qui disais ça, Jus, mais c'était... je crois que c'est Durandal, il aime pas du tout quand t'as des films qui sont chapitrés. Moi, je parle pas de Durandal, moi. Mais en gros, tu tenais un peu le même propos, je crois que c'était toi, en mode... Enfin, c'est mieux ça que des en comics sans MS, chapitre 1, la partie première. Oui, c'est vrai. mais c'est vrai, moi j'aime pas... J'avoue, moi j'aime pas les chapitrages dans les films. Je trouve que ça fait artificiel de fou. C'est vraiment pour moi un peu, pas une flemme d'écriture, tu vois, mais en mode, bon, comment on relie la séquence d'avant avec celle d'après? Bon, on va mettre un titre. Bon, chiant. Et là les titres... Titre 3D, Fire. Water, avec le R en énorme, avec des espèces d'effets de feu qui tournent. Franchement, là, je dis oui. Bon, du coup, ça veut dire que j'ai le même avis que Durandal. Oui, le titre du film apparaît au bout de 40 minutes, non? Ah ouais. Rise, Roar, Revolt. Oui. Donc c'était RRR.
de Rajamouli. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, on a tous beaucoup kiffé et on vous le conseille évidemment. Vivement. Plus que Autofiction de Pedro Almodovar. Oui. Et Mandalorian aussi. Oui. Du coup, on va passer au dernier film de Juliette. Juliette, je te laisse annoncer. The Fall de Tarsem Singh. Los Angeles, années 20. Alexandria, 5 ans, est hospitalisée à la suite d'une chute. Elle y rencontre Roy, cascadeur à Hollywood, lui aussi victime d'un accident. Très vite, une amitié naît quand Roy se lance dans le récit d'une aventure épique, mettant en scène un gouverneur et les 5 fantastiques déterminés à le combattre. How'd you hurt your arm? I fell. Me too. My name's Roy. You tell me the story now. What story? The epic. Pourquoi The Fall ? Voilà, question directe. Alors, à la base, j'allais choisir un autre film. En fait, à la base, je voulais parler un peu d'actu, donc je m'étais dit, je vais prendre une palme d'or du Festival de Cannes. Ah ! Genre, pourquoi tu voulais pas, laquelle ? Je voulais prendre Barton Fink, putain, des frères Cohen, que aucun de vous trois n'avait vu. J'ai vu sur Letterboxd. Non. Mais franchement, je sais pas si vous auriez kiffé. Mais bon, il se trouve que j'ai vu The Fall il y a 3 semaines, à peu près 2 heures avant que je me demande quel film je voulais choisir pour le mois de mai. Et que je me suis pris la claque de ma vie, honnêtement. Voilà. Donc 2 heures plus tard, j'ai dit à Ju, je veux parler de The Fall. J'ai besoin de parler de ce film et j'ai besoin que vous le regardiez. Et j'ai besoin d'avoir votre avis. Tout simplement parce que je trouve que ce film est juste quasiment parfait. Genre vraiment, il est exceptionnel. Quand je dis que je me suis pris la claque de ma vie, c'est que c'est le genre de film qui te marque au fer rouge et tu sais que le reste de ta vie, tu vas y revenir. C'est un truc que tu vois pas 2 fois en vrai. Exactement. Et je pense que dès que je sors de cet appart, il rejoint mon top 4 sur Letterboxd. Voilà. Quel film va-t-il remplacer ? Moi, c'est la seule question que je me pose là, hein, mais bref. Si on remplace Dracula, je pète un câble. Déjà, le projet de base est fou. Enfin, le réal est absolument fou. Le film est entièrement autoproduit, c'est-à-dire que le mec savait que les maisons de production n'allaient pas mettre de l'argent dans son projet de dingue. Donc il a juste pris tout son argent, il l'a foutu dedans, et du coup il a fait tout ce qu'il voulait. Et du coup le film va dans des trucs mais que t'aurais jamais pu faire dans un cadre conventionnel. 4 ans de tournage. 4 ans de tournage dans 24 pays différents, dans des lieux où personne n'avait filmé avant, où c'est quasiment impossible de filmer. Le mec a fait « m'en fous, j'y vais quand même ». Et le film a connu quand même une sortie assez désastreuse aussi, il me semble. Ou en tout cas, il était très peu disponible pendant quasiment 20 ans. Où personne ne pouvait le voir et il fallait acheter des DVD 40 € pour pouvoir le visionner. Et les fans étaient en mode « mais pitié, on veut voir ce film, on veut pouvoir y accéder facilement ». Et du coup, Mubi est arrivé. Il a été restauré, je crois. Il a été restauré et il a été mis sur Mubi. Du coup, maintenant, il est accessible sur Mubi. Donc, allez le voir. Voilà. Et donc, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles ce film est quasi parfait. L'esthétique, tout d'abord, évidemment. Ce film est absolument magnifique sur tous les points de vue. Vraiment. En fait, il y a sorte de 2 mondes. T'as le monde de l'hôpital où t'as les 2 personnages donc, qui évoluent et le monde fictif qu'ils inventent. Et du coup, le monde fictif, c'est une sorte de conte de fées épique. Et du coup, tu peux faire tout ce que tu veux en termes d'esthétique. Et les décors sont absolument magnifiques. Vraiment, t'as des architectures, mais parfois que t'as jamais vu avant. Vraiment, tout est magnifique. Les costumes, je n'en parle même pas. Voilà, vraiment, le point fort du film, pour moi, vraiment, les costumes de Eiko Ishioka, je crois que c'est son nom, qui est la queen absolue des costumes, qui a fait les costumes de Dracula, de Coppola, qui sont également magnifiques. Qui a fait les costumes de plein de films, Queen. Les plans sont magnifiques, la mise en scène est tellement inventive, t'as des transitions, mais les transitions les plus belles que j'ai vues de toute ma life. Notamment cette transition entre, à un moment, le visage d'un prêtre en gros plan, qui devient un décor de montagne, où ils ont recréé le visage du prêtre dans la montagne. Et juste, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ok... C'est de l'IA ? Non. Mais surtout que tout est fait genre vraiment à la main. Il y a aucun... je crois qu'ils ont jamais tourné en studio. Tout est tourné vraiment en décor naturel. Aucun CGI, aucun effet spéciaux. Et du coup, ça rend la lumière d'autant plus impressionnante. Ouais, en fait, tout est vraiment magnifique. C'est tout en décor naturel, mais... La BO, mais je pourrais en parler pendant des heures. La BO ressemble beaucoup à celle de Dracula. Hein. Je sais pas si t'as fait gaffe. Il y a un moment, ça ressemble vraiment à celle de Dracula. J'ai pensé, je sais pourquoi t'as bien aimé, parce que ça y contribue. Mais la BO est juste absolument sublime. Vraiment. Déjà, rien que la scène d'ouverture, où t'as la 7ème de Beethoven
qui est juste un énorme kiff. Beethoven. Voilà. La 7e de Ludwig van Beethoven. Ensuite, juste le cœur émotionnel du film est tout aussi fou pour moi. Vraiment, c'est-à-dire que un film esthétique, c'est bien, mais juste le film commence et tu te dis ça va être mignon, c'est deux persos qui sont dans un hôpital. Bon, ils sont un peu tranquilles. Bon, ils s'ennuient un peu. Du coup, ils se racontent des histoires. Non, vraiment, le film te balance ses thèmes, je pense, peut-être au premier tiers, et tu comprends que ça parle de dépression, ça parle de suicide, et juste... Mais ça en parle tellement bien. Vraiment, le film est pas... Enfin, je vais dire le film est pas plombant. Le film est plombant, mais t'en sors pas plombé. En fait, juste, le film... Moi, l'effet que j'ai vraiment eu, c'est que ce film m'a brisé en 1000 morceaux et m'a réparé ensuite. Et je me suis sortie meilleure après avoir vu ce film. Vraiment. Juste... les personnages sont tellement bien écrits. Et juste le personnage de Roy... Bogosito, Bogosito, mais parlons-en. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi je pense que j'ai pas votre hype, mais c'est vrai que son petit eyeliner noir là. C'est dans l'hôpital quand il est dans son masque. Quand il a son costume là. Qu'est-ce qu'il est beau et sexy. Il est très haut. Et c'est le gars qui joue dans le Seigneur des Anneaux en fait. Qui joue dans le Hobbit. Dans le Hobbit, pardon. J'avais pas la vision pour le coup dans le Hobbit. Il joue un elfe un peu. Il joue le père de Legolas. Le père de Legolas, il est un peu méchant. Ah mais putain, mais oui. Ouais. Mais non, mais du coup, oui, Lee Pace absolument magnifique dans ce film. Et juste le personnage. En fait, quand tu comprends que la fiction qu'ils sont en train de nous montrer, ce truc hyper épique, et fait écho à sa situation psychologique, et que le mec est juste en train de tomber, mais dans le gouffre absolu de la dépression, tu comprends que c'est un film où en fait la relation qu'il construit avec cette petite fille et le fait qu'ils écrivent une histoire ensemble, l'histoire et le processus créatif, c'est ça qui vont le sortir de son gouffre. Et juste, c'est tellement beau. Et Alexandria, qui est tout aussi exceptionnelle à mon humble avis, qui est tellement attachante. Leur alchimie est folle. Je suis pas particulièrement fan des enfants acteurs. Je suis pas le genre de personne qui est en mode trop mignon, qu'est-ce qu'elle joue bien. Mais là, vraiment, elle m'a retourné le cœur. Mais les deux, vraiment, ce film en entier, voilà, je ne me remettrai peut-être jamais, je ne sais pas. Mais énorme banger, voilà. Et je suis tellement heureuse d'être là pour en parler avec vous et d'avoir vos avis. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, même si j'ai dû souscrire un abonnement Mubi pour le voir. Non, en vrai, j'ai fait juste la semaine d'essai, puis après, j'ai résilié mon abonnement. Moi aussi. Mais non, je rejoins Juliette sur le fait que le film est magnifique. En fait, la première séquence ultra esthétique du film, c'est Lee Pace qui raconte à la petite fille l'histoire d'Alexandre. Et en fait, tu vois les images. Et moi, j'étais genre, tu sais, au début, je comprends pas trop. Je suis en mode, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et quand je comprends que ça va être un peu tout le but du film, je suis en mode, mais oui, mais continuez à me donner des plans là. C'était très très beau, très très bien filmé, très bien cadré. Costume magnifique. Les couleurs, genre, des costumes qui sont super bien mis en avant. Et ensuite, moi, j'ai grave aimé toute la ligne, l'arc narratif de l'hôpital, en fait. En fait, tu comprends que le Neuil ne va pas bien du tout et va faire une sorte de principe de Sherazade en mode je raconterai la suite de l'histoire si tu me ramènes 26 de la morphine, 26 pilules de morphine et voilà. Pourquoi? T'inquiète, c'est pour faire dodo. C'est juste pour dormir. Sauf qu'à chaque fois qu'elle lui ramène, il y a un problème et du coup il doit continuer. Il y a toujours le même principe, donc je trouve ça super génial. Et non, c'est super bien joué. Et le conte qu'il lui raconte au début, genre, c'est très... elle n'a pas le droit d'y toucher. Puis petit à petit, elle va commencer à mettre sa patte et commencer à tordre l'histoire un petit peu pour elle. Et c'est trop bien, la petite gamine. Elle est trop, trop attachante. Et non, c'était super chouette. C'était vraiment un beau film d'aventure et en même temps qui donne à penser sur quand ta carrière s'arrête et que tu perds tout. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que vous deux? Vous avez fait un très très bon résumé. L'œuvre de ce film est une claque dès le début. Tu sens dès l'intro de façon que là, tu regardes ton écran en bizarre en fait. T'as l'intro et t'es en mode oh putain là je suis devant un truc.
Et après, pareil que Kitri, c'est au moment de la scène avec Alexandre, là, le Grand, dans le désert, où ça arrive dans les 10 premières minutes, il lui raconte l'histoire d'Alexandre le Grand qui est perdu dans le désert. Et les images et la musique et tout. Et en fait, j'ai regardé ça avec mon amoureuse. Et mon amoureuse qui était, mais alors là, elle en avait rien à foutre du film. Hein. Voilà. Elle l'a traversé, elle a traversé que 30 minutes, elle s'est barrée. Et vraiment, cette scène-là, je l'ai prise par le bras et j'étais en mode, non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Et vraiment, elle me regardait, elle était en mode, qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en mode, non mais c'est pas possible. J'étais en train d'halluciner devant les images et elle ne comprenait pas. Vraiment, ce décalage, elle comprenait pas. Elle était en mode, bon, je te laisse. Hein. Et j'ai passé le film à être comme ça. Et vraiment, des fois, j'étais juste sur le canapé, j'étais, oh non, c'est pas possible. J'étais seul parce que ouais, c'est trop fou. Et la scène. Oh là là là, la scène où effectivement il va à son chevet. T'as plein de scènes qui sont mais exceptionnelles. Les 20 dernières minutes, elles sont mais incroyables. En plus, film méta. Que demander de plus ? Non mais t'as tout dit en vrai, t'as tout dit. Le film est incroyable et le fait qu'il ait pas la reconnaissance qu'il mérite rend le truc hyper frustrant. Ouais. Putain, il mérite d'être très très haut dans l'estime des gens. Ah, c'est clair, il mérite d'être vu, il mérite de tellement plus. Et ça sent en plus qu'il avait la main mise créative parce que des fois t'as des trucs qui se passent à l'écran et t'es en mode ça j'ai jamais vu. Ça j'ai jamais vu. Le film est juste trop bien. Il faut le conseiller, il faut le voir. Pitié. Je vais faire une redite. Non, pour moi c'est vrai. En fait, pour moi c'est vraiment un ovni. Ce truc, en fait, Mathieu, je crois que c'est dans ta review où tu dis peut-être que j'ai eu une hallucination, on sait pas. En fait, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'étais en mode, mais en fait, j'étais en mode, mais en fait, c'est tellement épique et tellement incroyable en termes de moi, vraiment film de chef-op. Hein. En termes de composition d'images, j'étais en mode, mais c'est littéralement peak cinéma. Genre vraiment, qu'est-ce que tu veux faire de mieux en termes de composition que ça, genre, comme j'avais vu, je crois que vous l'avez tous vu avant moi, que j'étais la dernière à voir, j'ai vu toutes les notes passer sur Letterboxd, et du coup, j'étais en mode, ok, ça va être une grosse dingue. Et en fait, j'ai commencé le film, et je crois que malheureusement, j'ai voulu l'intellectualiser tout de suite trop vite, du coup, ça a pu me perdre au début, et à partir du moment où là, je me suis vraiment laissée un peu embarquer juste après, je pense, la scène Alexandre le Grand, quand vraiment, il lui commence à raconter l'histoire originale avec le bandit masqué, là. Et là, j'étais en mode, ok, là, je commence à voir où tu veux m'emmener, mon petit, là. Et là, j'étais en mode, ok, du coup, il faut que je me laisse porter. Et je pense qu'en vérité, je vais le regarder une seconde fois pour vraiment l'apprécier comme il faut. Parce que je pense que j'ai trop vu vos notes et ça m'a trop pris la tête, machin. Mais j'ai quand même adoré, tu vois, j'ai quand même adoré vraiment. Et il faut vraiment que je le voie une deuxième fois, et je pense assez rapidement. T'as des films comme ça, tu les vois, et t'es tellement jaloux de pas les avoir fait, quoi, de pas avoir participé, tu vois, t'es tellement jaloux. J'ai écrit, c'est un film que j'aurais aimé réaliser, être chef-op dessus, parce que c'est vraiment ma came absolue. Littéralement. Genre, vraiment, t'es en mode de... Mais les gens qui ont fait ce film, ils peuvent tellement être fiers. Vraiment, c'est... le truc d'Almodovar au sommet, genre t'as ça, mais tout le monde est au sommet. Quoi. Ouais. Tout le monde est au sommet et personne le voit. Oui. Vraiment, moi j'ai vraiment vu ça comme pour moi, c'est vraiment un travail collectif, parce que je pense que en tout cas, chaque département du tournage a donné le meilleur de soi-même. Le film est sorti en 2006. Hein. Genre, est-ce que je suis en train d'avoir une hallucination tellement, je sais pas, tellement c'est tellement stylisé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment une esthétique de conte, c'est-à-dire que c'est un peu historique, mais c'est ça, c'est très onirique et en même temps c'est très très sculpté, très maîtrisé, travaillé, et c'est un truc qui pourrait jamais exister dans la vraie vie, dans quoi que ce soit, et ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment des images mentales ultra perfectionnées qui sont justifiées, quoi. C'est Ouais, non, mais alors aussi, moi, je pense que j'ai été et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que je le revoie rapidement. C'est parce que je pense que j'ai été tellement... je m'attendais à tellement être emportée émotionnellement que du coup, j'ai été frustrée de me dire « Ah, j'attends tellement que, tu vois, c'est pas naturel, tu vois. » Bon, à la fin, là où il est à son chevet, là, je vraiment une vague, tout simplement. Là, j'étais en mode... Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à... En fait, je pense que je suis con, la vérité, parce que j'ai eu du mal à capter que les personnages du conte
sauf Luigi avec ses énormes explosifs qu'on venait de voir littéralement une seconde avant, étaient vraiment des personnages de l'hôpital. Parce que j'étais en mode Darwin, c'était un infirmier, j'étais en mode ah putain mais ok. Et le du coup, je sais plus comment il s'appelle, celui avec les cornes là, l'ancien esclave, qui est en fait le mec qui porte la glace, et j'étais en mode putain mais je suis débile. J'étais en mode mais franchement regarde mieux, tu vois. Mais en fait, il y avait ils tellement de trucs à voir. Progressivement. Oui, voilà. Mais en fait, du coup, j'étais en mode putain, est-ce que c'est moi qui suis con ou est-ce que c'est le film qui me dit non, t'inquiète, t'as pas encore tout vu, tu vois. J'étais en mode mais ah. Et du coup, c'est vrai que ouais. Après, le film se veut un peu subtil quand même là-dessus. Ouais. T'as des trucs comme ça, moi ça me fait ça avec la musique. Des fois, t'as les premières notes d'une musique, tu sais que là, tu t'es sur une musique. Tu vas assister à quelque chose de grand en vérité. Là, tu vois les premières images, t'as les premières notes de musique aussi. Le film dure combien de temps? Oh, génial! Oh, super! Oui. C'est pour ça qu'on aime le cinéma. Est-ce que vous avez pleuré? Oui. Oui, moi, toute la deuxième partie du film. Non, car je suis un homme. À la fin, j'ai lâché ma petite larme. Ouais, quand il est à son chevet, qu'elle dit non, et en fait, quand elle dit non, ils peuvent pas mourir, alors que tu sais qu'elle parle pas d'eux, elle parle de lui. T'es en mode... Et que lui, ça se voit qu'il se bat pour... Il faut le voir. Il faut le vivre. Il faut le voir pour le croire. C'est moi qui te l'ai volé. Je viens de te la voler, la phrase. On n'entendra que moi. C'est pas la première chose que tu voles. Je fais référence au scénario qu'il a volé au lycée. C'est bon, on passe à la suite. J'ai super faim. Allez, on enchaîne. Pourquoi tu dis ça, toi? Vas-y, on enchaîne, c'est bon. Et bah très bien, c'était The Fall de Tarsem Singh. Comme vous pouvez évidemment le constater, on a beaucoup kiffé et on vous encourage à le regarder dans de bonnes conditions parce que c'est un film qui se regarde très bien et vraiment avec une bonne qualité d'image surtout. Encore une fois, on n'a pas d'actu du mois. On parle pas du Festival de Cannes? On peut parler du Festival de Cannes, mais est-ce qu'on va parler de Gilles Lelouch qui a dit de la merde que tout le monde a déjà? En fait, on a 3 semaines de retard, la vérité. Là, c'est ça, c'est que le timing fait qu'on a 3 semaines de retard. Et on va passer à la dernière séquence de cet épisode, qui sont les petites recommandations culturelles du mois, de chacune. Voilà, plutôt quelque chose qu'on a découvert au cours de ce mois de mai. Moi, j'ai un copain qui travaille à l'Opéra Comique et qui m'a invité pour voir une pièce à l'Opéra Comique qui s'appelle Brundibar. Et c'était super. C'est pas rigolo. Enfin, c'est rigolo, mais c'est écrit à la base dans un camp de concentration. Et ça a été utilisé par les nazis pour faire de la propagande, pour dire que tout se passait bien dans les camps. Mais du coup, la pièce est adaptée pour dénoncer. C'était vraiment super, sauf que la représentation s'arrête le 8 juin. Donc... Ah oui, donc je pense qu'il n'y a plus de place. Mais la pièce Brundibar, l'opéra Brundibar, existe et il est très bien. Et du coup, c'est un opéra? Ouais. Ok. Moi, j'ai lu un livre. Lol. J'ai lu un livre qui s'appelle Americana de Chimamanda Ngozi Adichie et qui est... j'ai pas encore... Il me reste 50 pages. Lol. Mais qui est vraiment génial. C'est l'histoire de Ifemelu, qui est une femme nigériane qui habite au Lagos et qui a la chance de partir aux États-Unis la chance, ce qu'elle croit, de partir aux États-Unis pour faire ses études. Et elle quitte son lover qu'elle a dans le sang. Sauf qu'elle arrive aux States, elle fait une big dépression et elle coupe contact avec tous ses amis et son big lover. Et 15 ans plus tard, elle décide de revenir au Nigeria. Et là, elle le retrouve et du coup c'est un peu une histoire d'amour. Elle ouvre son blog sur la condition des femmes noires aux États-Unis et ça pose plein de questions et c'est une super histoire et c'est top et ça ferait un super film. J'ai lu le livre et j'étais en mode ça ferait un super film, voilà. Mais allez voir Obsession quand même, c'est top. J'ai absolument rien découvert au mois de mai, c'est terrible. J'ai plutôt revu des classiques, mais du coup je suis en train de revoir ma série préférée qui s'appelle Hannibal, donc pourquoi pas finalement. Excellente série avec Mads Mikkelsen, le son de la veine. Excellente adaptation des bouquins et vraiment énorme banger psychologique et tout. Tu passes la série et te dire ok, qu'est-ce qui se passe, qui est en train de manipuler qui là, et vraiment énorme kiff. Et pareil visuellement, après le showrunner est absolument fou, mais visuellement la série est folle. Les acteurs sont fous et juste énorme kiff. Donc voilà, ma recommandation. Ma petite série doudou de grosses psychopathes. Oui, vraiment. Je mange des gens.
Bon, après, je pense que je le lance. Enfin, franchement, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Mais en vrai, allez voir Obsession. Franchement, c'est vrai que moi, je me déplace pas vraiment au cinéma pour aller voir des films d'horreur. J'y vais. Avec Voilà, moi. sauf quand on y va à plusieurs, parce que c'est vrai que je suis pas assez maso pour y aller en solo, surtout pour ce film-là. Parce que vraiment, moi, en général, les films d'horreur au cinéma, et même les films d'horreur de manière générale, j'aime bien. Mais je suis jamais vraiment tétanisée et vraiment prise par la peur, machin. Parce que je suis en mode, Enfin, c'est un film, tu vois. Ha. Moi devant Obsession. Ha. Moi après Obsession, qui n'ai tout simplement pas réussi à dormir sans une petite lumière. Ah non. voilà, je le dis. Et deuxième recommandation qui est Jim Queen. Deux salles, deux ambiances, hein, très clairement. Tu triches là, Je triche, mais parce qu'en fait, voilà, je le dis. On a fait le sondage pour l'épisode de juin. Il n'y a que des homophobes dans cette salle, en fait. Il n'y a personne qui a voté Jim Queen. Je suis trop dégoûtée, voilà. Je l'ai vu pendant la reprise du festival de Cannes sur Paris. Sur grand écran, avec que des gens qui avaient juste eu vent de la super projection à Cannes qu'il y a eu en séance de minuit, parce que le film a fait pas mal de bruit à ce moment-là. Et du coup, j'en ai rien à foutre. Je recommande Jim Queen. Et franchement, c'est un film super frais. C'est un film d'animation français sur un mec qui s'appelle Jim Queen, qui est une icône de la scène gay parisienne et qui est hyper musclé, qui est un peu un influenceur, qui a sa salle de muscu, machin. Et du jour au lendemain, un nouveau virus se propage qui s'appelle l'hétérose, qui rend les gens hétérosexuels, et il est contaminé par l'hétérose. Et du coup, tous ses followers se désabonnent, sauf un, qui est Lucien, le petit twink, qui est le fils de la ministre de la Santé, qui est évidemment homophobe as fuck. Et du coup, se passe une espèce de petite aventure entre les deux pour aller retrouver le vaccin face à ce virus. C'est très frais, c'est très joyeux, franchement, ça fait du bien, un film comme ça en ce moment. C'est très drôle. Voilà, pour ce mois des fiertés, parce que ce podcast va sortir au mois de juin. Soyez fiers. Et du coup, je pense que je peux l'annoncer, parce que nous sommes jeudi, passé 20h. Je peux annoncer le résultat du sondage. Ah mince, ça va être Backrooms. Ah putain. Ouais. Trop Du chiant. coup, prochain film du prochain épisode pour juin, ce sera Disclosure Day de Steven Spielberg. J'ai vu des notes désastreuses. Hein. C'est pas grave. et du coup, Backroom. Est-ce que je peux faire une prédiction ? Je Oui. pense que le film de l'invité du mois prochain sera 2012 de Roland Emmerich. Putain, mais oui, c'est vrai. Ah, c'est Romain l'invité. Ça sera Independence Day et puis Ou Godzilla. finir. Caca. de nous Au avoir revoir. écoutés. Je pense à chaque fin d'épisode, tu dis caca, je pense. Caca. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, Oui, et des petits likes. Oui, Caca. et merci à nos fidèles auditeurs et auditrices de chaque Oui. mois. Voilà. Vous Et, faites vivre la communauté. La commu, voilà. Et La n'hésitez commu. pas à nous suivre sur Instagram et du coup sur les plateformes, et à mettre des petits commentaires, et à en vrai suivre, vous abonner sur Spotify ou Deezer ou machin. Mm. Parce que du coup, vous aurez les notifications de la sortie d'un nouvel épisode. Et voilà. Et puis en termes de référencement, c'est pas mal aussi. Oui. Voilà, car ça nous apporte de la sephore et de la visibilité surtout. Voilà. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Caca. Merci. Bonne soirée. I'll be back. Bientôt. Merci beaucoup pour tout, et merci de nous avoir écoutés, et au mois prochain. Au Au mois revoir. prochain. C'était le Au film de revoir. trop.